Cult & Click, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de la saison 6 de Game of Thrones, épisode appelé Home. Je suis Ker, il est Bigby et il est Cardel. Bonjour. Et on est là pour vous donner notre avis sur cet épisode et c'est l'ami Bigby qui va commencer. T'es salaud. Ok, donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Plutôt sympa. Et toi, Cardel ? Plutôt sympa aussi. Et toi, Ker ? Plutôt sympa. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. Attends, la vidéo ne dure pas 30 secondes, elle n'est pas monétisée. Ah oui, mince. On attend un petit peu. Attention. C'est bon. Allez, salut. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bon, Alors- sinon, Bigby, t'en as pensé quoi ? J'en ai pensé quoi ? J'en ai pensé que, en fait, parfois, quand tu vas dans un restaurant qui te fait un plat moyen, quand tu y retournes et que le plat est très bon, t'as l'impression d'avoir mangé dans le meilleur restaurant de tout Paname. Et là, c'est un peu le cas avec cet épisode. Le premier était un peu en demi-mesure. Pas qu'il était pas bon, c'est juste qu'il manquait un peu de rythme. On replaçait les choses. C'était un épisode d'introduction. Peut-être un poil longué sur un épisode d'introduction. Et là, du coup, on se retrouve avec un épisode 2 plus chargé, plus fourni, qui avance plus vite. Il y a plusieurs des zones où il y a des événements marquants qui vont installer clairement la saison, voire qui vont avoir un impact sur la suite, et pas la Suisse. Non, toujours neutre la Suisse. Jamais Toujours, d'impact toujours. toujours. Donc on pense par exemple aux Iron Island, où clairement, là on a carrément, ça y est, hop, surprise, on change complètement qui est le roi. C'est donc le 5e des 5 rois de la guerre des 5 rois qui est mort. Il n'en reste plus aucun. Il fait bon de ne pas être roi. Et c'est également... Si, il reste Tommen. Mais c'était pas le roi de la Ah guerre non, des tu 5 as rois. raison, tu as raison. Donc, Oui. Ils sont tous donc morts. C'était qui les 5 rois ? Renly, Stannis, Joffrey, Robb et Bellon. Ok. Donc tout le monde est mort. Et le truc, c'est que donc là arrive un nouveau personnage. Donc tout ça, moi je trouve ça très réussi. Ce qui est vraiment dommage, c'est que je priais le grand septon, tu vois, le grand moineau, pour que Jon ne soit pas juste revenu dans le monde des vivants parce que la Dame Rouge disait les mots. Comme on dit du côté de Westeros. Et c'est un peu dommage parce que c'était une théorie, mais c'était pas la plus stylée. En plus, à côté de ça, on voit clairement arriver via Bran l'histoire des Targaryens qui est en train de se positionner. Si vous avez regardé le trailer de l'épisode 3, qu'on ne va pas vous dire si vous ne voulez pas le voir, on en sait encore plus. Donc, on fait des vidéos. Qu'on voit la sœur de Ned dans la vision de oui, de voilà. Bran, ouais. En fait, le truc, c'est que faire des vidéos théories, c'est aussi cool de se rendre compte qu'on a eu tort et que la série a su nous surprendre sur ci ou ça. Je serais pas super fou de la chaîne, de notre chaîne YouTube si à chaque fois qu'on faisait une théorie, c'était ça. Ce serait incroyablement chiant. Là, c'est juste trop facile, quoi. Ouais. C'est juste trop facile. Après, Moi, je pense pas que ce soit Mélisandre qui le réveille. Je crois Moi, pas. Je trouve ça trop simple en Moi, fait. je pense qu'il a juste faim parce que quand il ouvre les yeux, il fait comme ça, on a l'impression qu'il j'ai raté le repas. Et puis, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'à un moment, il joue un peu avec nous. Tu sais, quand le chef des Sauvageons dit on va le brûler dès ce soir, moi, dans ma tête, c'était ça y est, il le brûle, on va voir. Et puis, non, en fait, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup joué avec nous, mais excuse-moi, je dirai après ce que j'en pense. Non, je te laisse mais continuer. après, je réagirai surtout sur vos avis aussi. C'est vraiment un super bon épisode. La scène de Tyrion et des dragons, on se dit à quel moment il va être bouffé, à quel moment il va se prendre un coup de flamme, on va penser C'est à cause du trailer. J'ai un ça. énorme coup de gueule sur cette scène. Je trouve que c'est à cause du trailer. Tu sais, t'avais ce trailer où il y avait Tyrion qui avançait, tu voyais... Ça donnait un peu une fausse impression, mais c'est ce que doit faire un trailer, c'est qu'il doit jouer avec nous. Ouais, mais ce trailer se fout de notre gueule. Parce qu'en fait, l'image du dragon qui crache du feu n'existe tout simplement pas dans l'épisode. Et ça... Mais rien n'empêche que ce soit un épisode d'après. Ouais. Non, moi j'y crois pas. Je pense que ça a été rajouté pour le trailer, pour nous faire croire que Tyrion se faisait brûler les miches par le dragon. Ça arrive souvent dans des trailers de rajouter des images. Si c'est le cas,
Je trouve ça dégueulasse de nous avoir fait croire, parce que nous on est partis sur des théories. Ouais, j'ai un Targaryen, youpi, tralala. Rien Non, dit que mais ça au n'a pas, contraire, hein. je trouve Non, ça non, très non. bien. On se plaint souvent de trailers qui montent tout le film et où on sait tout. Au contraire, là, ils ont joué avec nous, ils nous ont eu, ça a marché, on y a tous cru. Non, au contraire, moi, je trouve ça bien. Enfin, voilà, donc plutôt, moi je me suis tourné vers eux, plutôt très agréablement surpris. Ça donne beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de promesses parce que si on regarde là où ça va aller, il y a énormément. Enfin, il y a très peu de zones où je suis pas curieux de savoir dans quel sens ça va aller cette saison. Et c'est un beau renouveau, une belle manière de relancer Game of Thrones. Mais avant d'aller sur comment ça relance Game of Thrones, peut-être, quel est votre avis ? Je suis un peu pareil que toi, moi. En fait, j'aime beaucoup ta métaphore sur le restaurant. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, pendant l'émission qu'on a fait juste avant, les gens disaient ça. Non, mais c'est parce que l'épisode était pas bon et c'est pour ça que vous trouvez que celui-là est bien. Et ben, je pense que t'as raison. L'épisode 1 était pas raté, mais nous avait un peu laissé sur notre faim. Et celui-là, étant donné qu'il est meilleur, il est mieux réalisé, l'histoire est plus sympa. Voilà. Du coup, on a l'impression que c'est un très très bon épisode. Je pense que c'est simplement un bon épisode de Game of Thrones qui chamboule un peu tout en fait, ce qui est très intéressant. Oui, dis-moi. J'allais dire qu'en fait, il y a peu d'épisodes où il y a autant de zones qui avancent d'un coup. Ouais. Et autant d'éléments extrêmement importants qui s'y passent. Parce qu'entre Bellon qui passe, entre Ross Bolton qui passe, entre le retour de Jon, la révélation voilà, sur Hodor et le fait que ça avance avec Lyanna et Ned, tout ça c'est pas anodin, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour la suite de la série. Et notamment aussi, alors j'ai envie de parler de deux choses. La première étant, est-ce que le petit bémol que je voudrais faire à Game of Thrones maintenant, est-ce que à force d'avoir des personnages, en fait ils sont tous un peu séparés. Il y a Tyrion qui est avec Varys, tout ça, mais dans les faits, il y a énormément de personnages à des endroits différents. Avant Game of Thrones, c'était un peu pareil, c'était des petites scènes pour chaque lieu, machin, mais il y avait plusieurs personnages qui interagissaient les uns avec les autres. J'ai un peu de mal en ce moment avec Game of Thrones, avec ce scène 1. Puis on passe sur scène 2, puis on passe sur scène 3, puis on passe sur scène 4, tellement les gens sont éparpillés. Ouais, mais c'est plus... Enfin, t'as raison jusqu'à présent, mais c'est en train de ne plus être le cas. Complètement. L'histoire de Tyrion a rejoint Daenerys. L'histoire de Sansa est en train de rejoindre Jon. Il y a plein de personnes qui disent « rejoignons Jon ». Jaime est retourné avec à King's Landing. On est en train de voir qu'il y a une certaine concentration. Là, on a l'impression qu'ils ont ouvert des pistes, qu'il va y avoir une concentration, ce qui peut sous-entendre que les histoires de Westeros, on va les voir là cette saison, parce qu'après on va aller sur les terres des marcheurs blancs, on va aller... Enfin, vas-y. Et bizarrement, moi, la scène qui m'a le plus marqué dans cet épisode, c'est pas Ramsay qui tue son père et qui après fait bouffer sa belle-mère par des chiens. Ce personnage est horrible. C'est pas aux Iron Islands, c'est pas Jon. Bizarrement, moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est Jaime face au grand moineau. Où je me suis fait avoir à la manière de Jaime, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'étais dans la tête de Jaime. Je me disais, c'est bien, t'as raison de lui parler comme ça, défonce-le, faut que tu lui fasses comprendre. Et comme Jaime, je me suis fait avoir par cette espèce de mec très sûr de lui, qui est très insolent dans sa manière de parler, avec tous ces sbires qui arrivent avec les trucs, et Jaime qui se retrouve complètement désemparé et qui, pour le coup, se rend compte à ce moment-là. Ah ouais, c'est quand même bien la merde en fait dans la capitale. Ça pourrait être la grande surprise de cette saison parce qu'on on part du principe que Cersei, Jaime et la montagne vont avoir leur revanche, mais s'ils ne l'avaient pas du tout quoi. S'ils n'arrivaient absolument à aucun moment à se venger et qu'au final, le grand moineau et tout ce qu'il a mis en place à Port-Réal faisait que les Lannister, c'est fini. Ouais. C'est fini parce qu'ils n'arriveront pas à reprendre le pouvoir. Tommen a beau essayer de dire non mais là je vais réagir, blablabla, maman aide-moi, etc. Et ça, on peut être surpris. Complètement. Et puis, j'ai une petite théorie que je veux vous faire. Vous pensez pas qu'en fait la montagne, c'est pas que la montagne, mais ils ont aussi récupéré le corps du limier? Non, parce que le limier, c'est quasiment certain qu'il a envie. Et moi j'ai bien aimé dans ma tête, je me disais, s'il faut, en fait, ils ont fait un mix de la montagne et du limier à l'intérieur de cette espèce de gros truc toujours avec son masque. Voilà, je trouvais ça marrant de me dire que ça pouvait être les deux.
Et dernière chose, avant de te demander, Kier, toi, ce que tu en as pensé. Non, peut-être pas, on en parlera de la fin, on en parlera, on en parlera après, ouais. Et toi, Kier, du coup, t'en as pensé quoi? Alors, content, j'aime bien aussi l'image du restaurant. J'ai envie de dire que c'est pas que le restaurant qui fait qu'on a été marqué par cet épisode, c'est aussi parce que la saison 5 avait enchaîné beaucoup d'épisodes, comme l'épisode 1, et que aussi dans celui-là, il y a un vrai cliffhanger, quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis longtemps enfin pas une grande révélation en fin d'épisode, pas un cliffhanger. Il y a le truc des scènes qui s'enchaînent. Je te rejoins complètement, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, à tel point que quand la scène de Bran s'est terminée, que j'ai trouvé hyper intéressante et que j'ai vu Cersei, je me suis dit ok, le truc de Bran on le reverra plus de l'épisode, c'est terminé, dommage, ça m'intéressait, bon bah je vais me faire un café. Et je suis allé me faire un café parce qu'en fait, le truc des petites scènes, c'est dommage parce que quand la scène se termine, tu sais que tu ne reverras pas le personnage. Un autre truc pareil aussi, pour Arya. Ouais, un autre truc aussi, mais ça c'est vraiment un détail. C'est dommage que Game of Thrones ne mette dans le générique que les acteurs qui sont présents, parce qu'il suffit de regarder le générique pour savoir tous les personnages qu'on ne verra pas du tout. En l'occurrence, Emilia Clarke n'était pas présent dans le générique, donc en fait j'ai eu aucune surprise de me dire, non, on voit pas Daenerys. Elle marche et puis il lui dit vas-y, la reine, la grande Khaleesi, bouge ton cul. Je m'en souviens pas du tout. Si, bah si, un plan. C'est pas dans le trailer de l'épisode 3 avec, si, c'est dans le trailer de l'épisode 3. Peut-être que j'ai confondu comme j'ai regardé les deux d'affilée, mais j'aurais. Ouais, non, c'est dans le trailer où on voit un truc qui vole au-dessus de. Bon, ok, peut-être. Mais j'arrive pas à me souvenir de. Non, je crois pas qu'il y ait Daenerys. Sinon, au niveau des personnages, Arya, j'ai trouvé que ça avance un tout petit peu. C'est incroyable à quel point, si on résume Arya depuis le début de la saison, elle s'est pris des coups, elle se reprend des coups. Il vient la chercher, c'est fini. Mais bon, voilà. Après, Ramsay. Alors. Il y a une vidéo, il y a une chaîne YouTube américaine qui fait de l'analyse plan à plan de Game of Thrones. Ils font qu'un épisode tous les milliers d'épisodes, mais ils ont fait l'épisode premier et ils ont mis au ralenti et augmenté l'audio du moment où Arya se prend des coups, juste avant qu'elle se prenne des coups. Et dans l'audio, on entend qu'il y a des soldats juste avant qu'elle se prenne des coups. Il y a des soldats qui passent et qui disent vraiment on n'ira plus dans ce bordel parce qu'il y a le capitaine, il y a un des chevaliers de la garde du roi qui s'est fait couper la gorge. Et donc on apprend que en fait Arya a fait quelque chose qui a amené le bien dans le royaume. Et la phrase d'après, t'as une poissonnière, je crois, qui passe et qui dit mais vraiment un sou est un sou, tout a un coût et tout se paye. Ce qui est ce que lui dit Junken à chaque fois. Donc il y a plein de trucs un peu planqués dans l'histoire de Arya. Pardon, vas-y. Alors Ramsay, en fait, pour moi le bémol de cet épisode, outre le trailer avec les images de Tyrion, mais bon ça peut-être que vous avez raison, c'est peut-être une image qu'on verra après. Pour moi le bémol c'est qu'ils n'ont fait que des choix simples. Bellon qui se fait tuer par Euron. C'est simple, on suit le bouquin, tout va bien. Ramsay qui tue Ross Bolton, j'ai trouvé ça extrêmement décevant parce qu'en fait l'idée que Ramsay pouvait avoir un héritier, remettre complètement en cause sa situation, laisser Ross Bolton qui était mine de rien un personnage que je trouvais extrêmement intéressant dans la série parce que c'était un allié des Frey mais qui à mon sens était beaucoup plus puissant car beaucoup plus intelligent, un bien meilleur guerrier que tous les Frey et qu'il aurait pu vraiment à un moment donné poser problème aux Lannister. J'ai trouvé que sa mort était d'une incroyable sottise parce que Ramsay en faisant ça et en tuant l'héritier ne se place que en gros pourri de la saison, que ça va être le mec à buter et qu'une fois qu'il va être buté, les Bolton c'est fini. Et en fait, moi, je n'aime pas cette idée que les Bolton se soient finis. Ça aurait été très bien que Ramsay saute, parce que c'est en effet un immense pourri, mais que derrière, les Stark et tout ça, aient encore à gérer Ross Bolton, et soit obligé de faire une alliance avec Ross Bolton, qui est pourtant celui qui a tué Robb, mais qui a avant été leur allié. J'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant. Ça va être moi, au contraire, je trouve que ça va apporter vachement plus de choses, parce que maintenant, justement, comment négocier avec ce Ramsay ? Mais tu peux plus négocier. Ça va foutre un bordel monstre. Tu ne peux plus. Tu simplifies le truc. Il n'y a plus qu'une option, c'est les armes. Et on le sait, et on l'a vu dans le trailer, il va y avoir les armes. Et l'autre facilité, je te rejoins là-dessus. Et en effet, moi aussi, j'aurais aimé que le réveil de Jon, ce soit autre chose
chose que Mélisandre, même si, alors il y a au niveau des gros points forts de l'épisode, je vais les faire très rapidement sur mes 3 gros points forts. Mélisandre, je l'ai trouvée très touchante en étant désarmée comme ça, alors qu'elle n'avait pas du tout montré cette facette du personnage qui était absolument sûre d'elle jusqu'à présent. L'autre, c'est Jaime, que je trouve excellent, l'acteur Nicolas Coster-Waldau. Je le trouve vraiment très bon dans cette série. Il s'est fait trash pour Gods of Egypt, mais là dans Game of Thrones il est vraiment très bon, et la scène avec Tyrion face au dragon, j'ai trouvé aussi très réussie, et qu'elle se termine par la petite vanne avec Varys. Moi, la petite vanne avec Varys m'a plu, quoi. Et ben, c'est justement là où je trouve que Game of Thrones en ce moment prend des facilités. Ils ont fait un peu la même chose avec Khaleesi qui a rencontré le Khal, avec les petites vannes, machin. J'aime pas ça, là, ce qu'ils sont en train de faire dans Game of Thrones là-dessus. Alors, si on peut un peu théoriser sur la suite, dans les différentes zones, déjà, on va avoir la zone de... Alors, on commence par quoi ? On commence Jon. par Jon. On sait que Sansa va le rejoindre. Donc, on a enfin les Stark qui vont se réunir. Ils ont une armée de sauvageons. On sait qu'ils ont une armée de sauvageons qui, du coup, va le prendre pour un miraculé revenu des morts. Jon, il va avoir le choix. Est-ce qu'il va se mettre à combattre et utiliser son armée pour se protéger des marcheurs blancs ? Est-ce qu'au contraire, il va aller reprendre Winterfell ? On sait déjà qu'ils vont vouloir attaquer, que les Bolton veulent attaquer Winterfell, donc j'ai l'impression que ça va sans doute être un choix qui va lui être imposé, la guerre avec les Bolton, assez vite. Même si le fait même qu'il fasse partie de la garde de nuit l'empêche, en fait, il n'est plus membre de la garde de nuit, il est mort. D'accord, donc en fait, vous pensez que ça va partir là-dessus, c'est vu qu'il est mort, et ben, plus en membre fait, de la garde de nuit, ça donc il peut aller à Winterfell. Il peut en tout cas quitter la garde de nuit sans avoir de problème. Est-ce qu'il y a-t-il une jurisprudence ? Il n'y en a pas. Le truc, c'est que... Petit indice, c'est qu'épisode 3 s'appelle rupture des ligaments. Non. Ils font du ski. Benjema. Mais non, mais ça sous-entend qu'en gros, il va rompre ses promesses. Bon, en tout cas... Enfin, il romprait pas des promesses. Enfin, si on passe sur ça, en fait, il romprait pas des promesses à devoir se défendre des Bolton, parce que donc à devoir protéger ses arrières, parce qu'il va avoir les marcheurs blancs qui vont arriver dans 2 épisodes. C'est pas ce que je dis. Moi, je pense que lui va quitter la garde de nuit, en fait. Je vois bien. Il n'y a plus personne. Je vois bien Ed la douleur prendre la place. Ed la douleur. Oui, celui qui va chercher les sauvageons. C'est son numéro 2. Bon, en tout cas. Moi, je pense que c'est assez neutre au final pour l'histoire. Est-ce que ça casse ses vœux ou pas ? Enfin, peut-être qu'il reprendra une femme plus tard. Ses vœux, c'est ça. Mais c'est ça que je trouvais pas comme mot. D'accord. Il est tard quand on enregistre sa vidéo. Désolé, mais je trouvais pas le mot. Donc, du niveau de Jon, ça a l'air d'être, il est au mur, il va affronter les Bolton. Bon, ça va lui faire une partie de l'histoire. Les marcheurs blancs, ça va être le premier à entrer en contact. Est-ce qu'ils vont faire le tour du mur en passant, tu sais, par le côté ? Ce qui va, comme avaient fait certains, comme Stannis, tu vois, ils sont par les mers, ils contournent le bateau, enfin en bateau, ils contournent le mur. Est-ce que au contraire, ils vont faire un truc incroyable, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont faire un geste, comme ils sont maîtres de la glace, ils pourraient faire que le mur s'effondre. Tu penses qu'on va voir les marcheurs maintenant ? Moi, je pense que c'est fin de saison, parce que d'abord, il faut qu'ils réagissent les Bolton. Ouais, mais moi, là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la réaction de Jon à son réveil. Est-ce que il va aller voir celui qui l'a fait assassiner, il va le massacrer quelle va être la réaction de Jon excellent, sur tout ça ? C'est que le nouveau Lord Commander qui, depuis le début, dit Jon, c'est à cause de lui, Castle Black va tomber. Et au final, quand il y a un mec qui lui dit c'est la première fois que ça arrive que Castle Black tombe, et c'est toi. Et c'est toi le Lord Commander à ce moment-là. Le Lord Commander. Ouais. Ça, c'est tellement un rickroll. Et l'autre truc sur lequel j'aurais bien aimé qu'on revienne, c'est les Bolton. En fait, quand... Merde, j'ai oublié son nom, le jeune Bolton. Ramsay. Comme Ramsay. En fait, putain, mais cette scène, elle est ouf et tout, quand elle tend le bébé. Moi, je me dis, est-ce qu'il va arracher la tête, il va le jeter dans le feu ? Ouais, j'ai pensé, il va le jeter dans le feu. Il y a une vraie tension. Après, quand ils arrivent sur le truc... C'est trop long dans la truc. Ouais, c'est un peu trop long. Mais surtout, en fait, ils butent une Frey. Est-ce que ça va avoir un impact ? Parce que la dernière fois, juste qu'il y a un refus de mariage, les Frey, ils sont partis en guerre, c'était les noces rouges, etc. On sait que les Frey vont partir en guerre, parce qu'on a vu quelques images dans les trailers, mais contre qui ? Et ça... J'ai envie de dire, c'est intéressant. Depuis le début,
très juste. On pensait que c'était ils allaient s'associer aux Lannister, ils allaient combattre les Eyrie ou les Tully. Et puis voilà. Mais en fait, là, les Frey, ils ont des raisons de rentrer en conflit contre les Bolton et du coup de s'associer avec les Sauvageons. Ou même de s'associer avec personne, de juste avoir envie de les défoncer. Mais le problème, et c'est là où ça coince toujours, c'est que le trailer nous a montré des images des Frey et de Jaime et de Brienne chez les Tully avec Edmure. On le sait tout ça. Donc en fait, le problème, c'est que les Frey sont déjà à cet endroit-là. Mais après, ta théorie tient. Enfin, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Parce qu'il pourrait y avoir en effet un retour de bâton que Ramsay avait pas du tout envisagé, c'est de se manger les Frey. Et si les Frey reviennent, les Lannister sont avec, et potentiellement on a Frey, Lannister, Stark, garde de nuit Sauvageon, contre le même Gugus qui est Roose Bolton, et Ramsay Bolton qui serait l'homme à abattre de la saison. Et alors, les deux autres points, c'est que, quand on considère le Nord, Ramsay prend la décision de ne plus faire l'unanimité parmi les gens du Nord. Il dit non, mais les Castark et machin, on a 3 familles qui représentent plus de la moitié du Nord en tout seul. Donc ça sous-entendrait qu'il va y avoir beaucoup de familles non unifiées qui sont là à être pris. Et on sait qu'il y a c'est les Humber, je crois, qui sont ceux qui hébergent Rickon, un des Stark. Donc on peut imaginer qu'ils sont plutôt fidèles à Jon, le futur commandeur de l'armée des Sauvageons. On ne sait pas si ça va être vraiment le roi des Stark. Ce sera peut-être sans doute une femme, sans ça. De toutes les manières, là, globalement, la série donne beaucoup de pouvoir aux femmes je pense que Jon, il sera chef de personne. Ça sera un guide. Parce que je vois pas du tout les Sauvageons donner le contrôle de leur armée à quelqu'un d'autre que Tormund. Hein. Vraiment, je vois absolument pas de raison. Il va les unifier, il va tous les unifier. Oui, il va unifier tout le monde, et ça va être un guide. Mais du coup, un conseiller. Mais en non, tout cas, plus qu'un conseiller. Du coup, on sent que déjà le Nord, c'est plus le Nord. Il y a les Sauvageons, les quelques gardes noirs. Il va y avoir plein de familles disparates qui peuvent arriver. Sans doute, tu vois, genre la bataille contre les Bolton, c'est un peu la merde, les Sauvageons, est-ce qu'ils vont vivre ou pas? Et d'un seul coup, toutes les autres familles du Nord unifiées, parce que le Nord se souvient. Et ça, c'est le truc qu'on dit en permanence. Le Nord se souvient. Sansa, le Nord se souvient, les familles se souviennent. Donc, moi, je vois vraiment toutes s'unifier et les Bolton et les Castark se faire démonter. Bon, ça, c'est pour le côté Nord. Et quid de Littlefinger? Il est où Littlefinger depuis le début de la saison? Juste avant, et les quoi t'as dit? Les Bolton et les Castark. Les Castark. Okay. Tu sais, c'est ceux où Robb est obligé de tuer le père des Castark parce qu'il tue un des Lannister. Ouais. Il veut faire un exemple, il tue les Castark et du coup t'as la moitié de l'armée qui se casse. Ouais. Et donc ça c'est du côté du Nord, donc on sent que ça va... Et après j'ai un peu l'impression, mais on verra, que la série elle doit gagner du temps. Elle peut pas repartir en guerre, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas repartir vers King's Landing, tu vois, faire toute une saison comme la saison 3 avec Robb qui gagnait du terrain. Donc les Frey qui sont géographiquement, tu vois, entre le Nord et King's Landing, il faut qu'il se passe un truc chez les Frey qui fasse gagner du terrain aux Stark pour qu'ils arrivent tout de suite, qu'ils aient une zone d'influence qui arrive proche de King's Landing très vite. Ouais, non, c'est vrai. Et alors, dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on a en fait pas parlé une seule fois, pas de Daenerys, mais du fait que tous les bateaux de la flotte de là où est Daenerys ont été brûlés. Bah, c'est quand même hyper important. On le disait la semaine dernière, c'est qu'une fois que tu as les dragons, tu montes dessus. Il faut la traverse, il te faut quand même une petite armée. Bah non, pas forcément. Avec les dragons, t'as un énorme avantage. T'arrives au-dessus d'une ville, tu la crames. Dans ce cas-là, quelle est la raison de prendre les Immaculés alors? Pour avancer jusqu'à... en fait, les dragons. Mais non, mais les dragons, on dirait des poulets quand t'as les Immaculés. Oui, mais les dragons crament quand même la ville entière de là où il y a les Immaculés. C'est pas faux. Dans le bouquin, non. Le truc, c'est qu'on l'imagine à chaque fois traverser la mer, etc., etc. Déjà, il va se passer un truc avec les montures de chevaux, les Dothraki. Le truc, il va se passer un truc. À chaque fois, elle arrive, elle est à poil. Et elle repart, elle a une armée, tout le monde est sous ses ordres, etc. C'est quand même un truc de ouf, Daenerys. Donc là, est-ce que ça va être la même chose ou est-ce qu'il va falloir être rescapé? On va voir. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant ce que dit Kerr parce que au final, on a eu beaucoup de visions des dragons au-dessus de... Tu sais, dans les fameuses visions qu'il y a dans les premières saisons, où il y a le trône de fer avec des... au début, on croit que c'est de la neige, puis on comprend que c'est des cendres. Il y a une nombre de dragons qui se baladent au-dessus de King's Landing.
est-ce qu'au final, elle va pas juste, depuis ces cités, envoyer les dragons et leur demander de se soumettre ou pas? Après, le souci, quand t'as pas d'armée et que t'as juste les dragons, oui, tu peux buter tout le monde, mais après, pour établir la paix dans la ville, on le voit. Là, en ce moment, ce qui se passe, justement, les maîtres ont repris le pouvoir parce que les dragons ne suffisent pas. Il te faut une armée pour maintenir la paix. Même eux, même l'armée n'y arrive pas. Ouais, mais est-ce qu'elle, dans l'univers de Westeros où tout le monde est en guerre contre tout le monde, est-ce que ça suffit pas pour déjà mettre tout le monde au diapason, tu vois? Genre, fermez vos gueules, vos villes vont être détruites. Peut-être. Et j'aimerais revenir sur un dernier truc, la mise en scène et la réalisation de cette scène de fin de Game of Thrones, qui, mine de rien, est quand même très longue. Il y a un long silence. Et je trouve, en tout cas sur moi, ça a marché. J'ai trouvé ça ultra réussi parce que, au fond de moi, je me disais, c'est bon, on le sait, il va revivre. S'ils nous font cette scène aussi longue, c'est qu'il va revivre. Ça aurait été ouf qu'il revive pas. Mais voilà, mais tu sais que plus la scène avançait, et plus elle était en longueur, et plus j'avais le doute. Et plus je me disais, ah mais s'il faut, ça va juste se finir sur moi j'en étais à un point où douté. Où j'aurais kiffé qu'il meure. Et ouais, parce mais que limite, ça aurait été tellement surprenant. Tu vois, ça aurait été. Et alors, oui, mais en même temps, on aurait été déçus. Et ce qui est assez finement joué, c'est qu'il y avait énormément. On n'en avait pas parlé dans les théories sur Jean Neige. On n'avait pas dit qu'il y avait quand même beaucoup de théories sur Internet, sur Reddit, qui étaient sur, en fait, il va se projeter dans son loup, c'est un warg, ou tu vois, un truc comme ça. Et au final, il y a énormément de plans sur Ghost. Et c'est vraiment, à un moment, je commençais à me dire, bon, bah en fait. Non, mais ils ont fait. Dans cet épisode, ils n'ont fait que jouer avec les théories. Ouais. Ils ont joué avec le chien, ils ont joué avec Tormund qui dit on va le brûler, ils ont joué avec Liliana. Liliana, c'est ça? Liliana qu'on voit. Rihanna, la chanteuse. Enfin voilà, pour tous ceux qui se sont un peu intéressés aux théories, en fait, ils ont joué avec nous pendant tout l'épisode. En nous disant, bah en fait, toutes vos théories, elles sont possibles. Voilà, je vous laisse là-dessus, toutes vos théories sont encore possibles. Et j'ai trouvé ça réussi. Par contre, la théorie de Robb et le fils de Lyanna et de Rhaegar, j'y crois, mais à 200% maintenant. Parce que le fait qu'on ait vu Ned... De qui, pardon? Alors, la théorie de Rhaegar et Lyanna. Robb, c'est un Targaryen. Ça me paraît... Jeune, oui, c'est pour ça que je comprenais pas. Mais j'y crois totalement, parce que le fait de montrer déjà Ned et Lyanna... C'est une évidence que ça va nous amener à ça. Le trailer de l'épisode 3 où on voit Ned plus jeune et on voit la tour de la joie. C'est une évidence que alors c'est ce qu'on disait au téléphone, mais ils vont peut-être pas tout montrer dans l'épisode 3, mais peut-être que ça va être les visions de Bran vont être distillées dans quelques épisodes et puis au bout d'un moment, boum, on va avoir la révélation que Jon c'est un Targaryen et ça va correspondre parfaitement à un moment où révéler ça dans la série, ça sera hyper utile pour ce qui se passe dans le présent. Et on va dire, waouh, c'est tellement ouf. Mais dans les faits, on l'a vu venir. Alors, pas que nous, hein, des millions et des millions de personnes. Le truc que je trouve intéressant, c'est pourquoi Bronn a ses visions. On peut se poser la question. Il est arrivé à l'arbre de la sagesse inconnue, ou on ne sait rien. Et Bran, pardon. Il est arrivé à l'arbre de la sagesse. Il y a le corbeau aux 3 yeux qui est là et il a des visions du passé, etc. Pourquoi est-ce que Bran a des visions du passé ? De mon point de vue, mais là pour le coup je théorise, de mon point de vue, il a ses visions parce que lui va comprendre que Jon est un Targaryen et le corbeau aux 3 yeux veut que Bran ait des visions, que ce soit un Targaryen, pour qu'on comprenne que Jon c'est l'élu, c'est lui qui va aller défoncer les marcheurs blancs. Parce qu'il est bien allé là-bas pour avoir une info. Et les premières bribes de vision qu'il a, c'est Jon, enfin ce qu'on imagine être la naissance de Jon, pourquoi Jon, etc., etc. Donc le fait que ce soit Bran qui ait ses visions, pour moi, ça veut non seulement dire que effectivement Jon c'est un Targaryen, mais aussi que ça va être le fameux élu de la lumière, machin, etc., qu'on va attendre, le Jedi de Game of Thrones. Et je suis assez curieux de savoir jusqu'où ça va aller. Tu vois, jusqu'où on va donner des réponses. Est-ce qu'ils vont trouver une relique ? Est-ce qu'ils vont trouver, tu vois, qui va être l'objet qui va aider Jon ? Est-ce que c'est juste cette information-là qui est clé ? Et pourquoi ? Parce que bon, Daenerys est Targaryenne, ça n'a pas non plus... elle a pas... Enfin, j'allais dire, elle a les dragons, mais Viserys était Targaryen, par exemple. Bon, bah, il est mort, on s'en fout, tu vois. Et donc, ça m'intéresse. Enfin, le pourquoi d'après, ça y est, on a compris, tu vois, pour Jon. Le pourquoi d'après, ça, je suis curieux pour Bran. Eh ben, on verra ça. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur c'est bon. Cet épisode ? Du coup, je pense qu'on va se dire au revoir. Et puis voilà. Tu dis non, c'est bon, mais au niveau des Iron Island,
le fait qu'il y a un tel shift de pouvoir entre tout le monde, pareil, je me dis, pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que ça va apporter ? Ça va conclure Théon et c'est le rachat de Théon. Une fois qu'il aura repris les Ferney avec sa sœur, il va s'allier avec Jon et il va réparer ses fautes. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il va être très mal accueilli. En fait, ah oui, mais c'est sûr qu'il va passer. Mais le truc, c'est que en termes de clôturer, parce qu'on commence à arriver sur les 3 dernières saisons, 2 saisons et demie, le truc, c'est que en clôturant les histoires, je vois pas très bien qu'est-ce que ce nouveau personnage qui est assez stylé d'ailleurs peut apporter, tu vois. Mais effectivement, si Théon reprend le truc, qui va aider Jon, et ça peut être intéressant. Euron est là pour être une vraie adversité à la sœur de Théon. Et que je suis pas Théon... sûr que l'adversité était le bon mot. Je crois que dans le dictionnaire français, il y avait 2-3 trucs mieux. Bon. Et que Théon va aider sa sœur à reprendre les Ferney. Et bon, c'est une évidence. Ils vont ensuite s'allier avec Jon. Et ça va être le rachat de Théon qui regrette tout ce qu'il a fait. Et dans le bouquin, je rajoute quelque chose. Donc ça fait... C'est que Ramsay, dans le bouquin... Et les gens n'aiment pas trop sur la chaîne. Mais je spoil pas le bouquin, je dis juste que dans le bouquin, Ramsay. Je ne spoil pas, mais dans le bouquin. Dans le bouquin, Ramsay est 1000 fois plus stylé et 1000 fois mieux introduit que dans la série. Et ça explique encore plus pourquoi Théon veut se racheter à tout prix. Parce que du coup, si on fait un point, donc les frais, donc on va reprendre. Les Stark. Bon, on sait déjà, c'est les gentils, ok. Ensuite, donc ils ont tout le Nord, ouais. Ensuite, on a les Iron Island. C'est Théon qui les reprend, il est copain avec les Stark. Daenerys, on comprend pourquoi elle serait copain avec les Stark. Ouais. Donc il nous reste les Frey, en grande famille. Donc il reste les Tyrell. Bon, moi je vois bien les Tyrell s'allier avec qui voudra. C'est un peu ce qu'ils font depuis le début. Et donc il reste les Lannister et les Frey, pour que toutes les familles de Westeros soient alliées contre les marcheurs blancs, ou tu vois, ou toutes sous les Tully. Parce que les Baratheons, ils ont disparu. Les Tully sont déjà c'est les cousins, enfin c'est les oncles et cousins des Stark, donc c'est réglé. Donc les Frey, il y a un Tully qui est là-bas, qui pourrait reprendre le pouvoir, celui qui s'est marié là, le cousin un peu bidon. Ouais, Edmure. Mais il y a le grand-oncle aussi qui est là. Donc qui pourrait un peu reprendre les Frey, donc ça serait assez logique. Et les Lannister, le seul truc qui peut leur rester, c'est la mort dans des souffrances atroces. Daenerys qui reprend le truc. Enfin, si on réfléchit à comment est-ce que toutes les familles s'allient... Sauf si Tyrion sauve Cersei et Jaime. Cersei... Mais pourquoi pas ? Cersei, elle va peut-être mourir avec ses enfants. De toute façon, ça peut tellement partir dans tous les sens. On aura la réponse dans les prochains épisodes qui vont dans les prochains épisodes qui vont sortir tous les lundis. Et du coup, vous aurez la review tous les mercredis de Game of Thrones. Nous, on se dit à bientôt. Oui, à demain sur la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, le pouce vers le haut, et aller voir le site cultandclick.com.